best we can. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. Depuis quelques semaines, les personnes souhaitant se rendre aux États-Unis sont invitées à fournir leur nom d'utilisateur sur les réseaux sociaux. Selon les autorités américaines, l'objectif est clair et affiché, identifier des menaces potentielles et repérer les individus ayant des liens avec des groupes terroristes. Facebook, Google+, Instagram, Twitter, YouTube, autant d'espaces virtuels de renseignement de nos identités personnelles. Atteinte à la liberté d'expression et au droit à la vie privée, Orwell avait vu juste dans son ouvrage 1984, écrit entre 1948 et 1949. Big Brother is always watching you. Les titres de votre 20h. Politique 2017, la conquête des populistes, les regards de l'historien Paul Turkidorian et du journaliste Thomas Brunel. Dans la seconde partie, le débriefing culturel de notre débat, le populisme au ciné, mais également en librairie pour aller plus loin dans notre réflexion. L'ordre démocratique libéral régit les sociétés contemporaines depuis 1945, mais l'année 2016 a été marquée par un retour des courants sociétaux et politiques dits populistes. Qu'en sera-t-il en 2017 ? C'est le débat de votre 20h. Bonsoir messieurs et bienvenue. Bonsoir. Thomas Brunel, journaliste à RCFM et évidemment journaliste dans l'équipe de Pendant le 20h et Paul Turkidorian, historien. Lui-même à l'appareil. Évidemment, débatteur de Pendant le 20h. Alors messieurs, les expressions majorité silencieuse, la voix du peuple contre les élites, contre les castes dirigeantes ont trouvé une concrétisation dans des résultats politique. Je pense évidemment au Brexit, à l'élection de Trump, à l'émergence de Syriza ou de Podemos, voire même de Beppe Grillo en Italie. 2017 sera-t-elle l'année de la conquête des populistes ? Thomas. Oui, et je pense que ce n'est qu'un début, parce on peut faire le parallèle avec les années 30. Avec d'autres moyens, on a vu cette émergence, cette vague inarrêtable, alors que les intellectuels crient au loup, faites attention, enfin essayaient de raisonner un peu tout le monde, mais cette vague les a complètement couverts et a couvert l'Europe entière. Et aujourd'hui, on est sur un phénomène beaucoup plus important parce que ce n'est pas uniquement géographiquement situé sur l'Europe, c'est mondial. Oui. On va développer ça, mais je pense qu'il y a plusieurs raisons, plusieurs facteurs qui interviennent, et notamment, selon mon avis, de nouvelles technologies. Oui. Est-ce que vous le sentez, pardon, Paul, est-ce que Thomas, dans les émissions que vous animez, que vous présentez sur RCFM, que vous préparez, est-ce que vous le sentez, vous, qui vous intéressez à la Méditerranée, dans l'intérêt des journalistes ? Mais complètement. Mais si on prend la stratégie de l'État islamique, c'est exactement ça, en fait. C'est quoi ? C'est informer, c'est essayer d'endoctriner. Ce n'est pas des grandes manifestations populaires. Non, c'est simplement des petites touches par réseaux sociaux interposés, on y reviendra, avec des gens qui font des petites actions comme ça. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire une toile qui est tissée à partir d'un mouvement qui est plus populiste que ça, on ne peut pas. Et voilà, non, ça, c'est, comme je dis, quand je dis c'est mondial, c'est au nord et au sud de la Méditerranée, mais le sud de la Méditerranée est touché et encore plus gravement. Paul ? Oui, alors déjà, populisme, qui, quoi, comment ? On va le définir. Voilà. Je vais le définir si vous voulez. Mais bien volontiers. J'ai même une double définition. Allez, hop. Oui, ration, double ration. Alors, c'est une double définition de l'historien suisse Damir Skandorovic. J'espère me l'avoir bien prononcé. Il dit ceci dans le journal Libération qui a quelques semaines consacré un numéro spécial sur la montée du populisme. Deux positions s'affrontent. D'un côté, le populisme défini comme forme politique. Il s'agit d'un style, une stratégie. Et de l'autre côté, le populisme est pensé comme une idéologie, comme une doctrine qui est un manichéisme, une dichotomie, peuple, élite, servant à expliquer le monde et de rajouter un peu plus loin ce que disait Thomas, par le biais des réseaux sociaux notamment. Oui, parce qu'au travers de l'histoire, on a vu l'apparition d'abord des nationalismes au XIXe siècle, puis des populismes vers le début du XXe, et ce que ça a donné.
Bon, là maintenant, il y a une nouvelle donnée, c'est effectivement les réseaux sociaux. Alors moi, je crois que plus qu'un populisme, je ne peux pas dire qu'il y a un populisme, il y a une démagogie des dirigeants. Encore une fois, on en avait parlé dans une autre émission, mais la caste qui essaie de se faire passer pour l'élite, mais l'élite proche du peuple, voilà, comme on disait dans une autre émission aussi, on va visiter les ouvriers dans les usines, on va se mettre à parler comme les gens de la rue, on va tweeter, bon, jusqu'à faire des fautes, on l'a vu, comme le chargé de communication de l'Élysée. De l'Élysée. Voilà, donc il y a cette espèce de rapprochement qui est malsain et caricatural, et qui ne bluffe plus personne. Et de l'autre côté, au niveau populaire, on a une montée de la pensée critique, pas toujours à bon escient. Et ce qui fait qu'on a une émergence aussi d'extrémisme, effectivement, sur les réseaux sociaux. Bon, dans les réseaux sociaux, dans la corsosphère, si on va appeler ça comme ça, on a effectivement une montée de cette pensée-là qui se rapproche de la pensée extrémiste française, ce qui est une nouveauté aussi ici. Mais parce qu'il y a une crise de la pensée critique. Et donc, au niveau populaire, on s'aperçoit que les dirigeants sont des traîtres à leur propre démagogie, qu'au niveau des dirigeants, il n'y a plus de populisme au sens de l'idéologie politique, c'est-à-dire de diriger le peuple dans ses attentes, enfin, de satisfaire aux attentes du peuple et aux projections politiques du peuple. Et donc, on se retrouve avec un conflit dans le nouveau terrain de jeu et les réseaux sociaux. Alors, excusez-moi, mais moi, dans ce que j'entends également de ce que vous nous dites, Paul, vous liez forcément le terme, la terminologie populiste, les courants populistes aux extrêmes en politique. C'est forcément comme ça que ça se passe ? Non, ça va de l'extrême droite à l'extrême gauche. Hein. De toute façon, on a un peu un panel assez large aujourd'hui. Et puis, mais les causes aussi. Pourquoi ce populisme est un terreau aujourd'hui, c'est un terreau favorable parce qu'il y a des facteurs qui entrent en jeu pour que ce populisme s'exprime et soit perçu et soit entendu. D'abord, c'est la peur. Et la peur, aujourd'hui, elle est permanente. Elle est que ce soit sur la peur de l'étranger, la peur de l'autre, la peur de la violence, donc, et aussi la peur de l'avenir. Il y a aussi la misère, la précarité. Ça affaiblit les populations qui sont d'autant plus, je dirais, à même d'écouter et d'entendre et perméables à ce genre de discours. Et puis, il y a la haine. Quel est le mot qui est repris par les courants populistes ? C'est le mot colère. Oui, bon, j'ai entendu la colère des gens, j'ai entendu la colère du peuple. On s'appuie sur cette colère, on va reparler des réseaux sociaux, mais elle s'exprime à travers aujourd'hui les réseaux sociaux. Donc cette colère, c'est quoi ? Ça veut dire qu'il y a un mal-être. Et lorsqu'un peuple, une société est en mal-être, ça devient, bien entendu, des gens qui sont vulnérables. Et les premiers à ne pas répondre au mal-être, je dirais, ce sont ceux qui sont censés le faire, ce sont les politiques. Et donc eux-mêmes, en mal d'amour électoral, se retrouvent à devoir calquer leur comportement ou leur attitude ou leur manière de s'exprimer ou de communiquer sur je dirais, ce qu'ils considèrent être le peuple. Il y a un mot qui est plus subtil, on dit démagogie. Voilà. De la démagogie. C'est la démagogie, c'est la doxocratie. C'est-à-dire le règne de l'opinion publique. Et on a deux sphères qui sont dans des positions autistes, c'est-à-dire le peuple qui ne comprend plus les dirigeants parce qu'ils ne sont plus compréhensibles, et d'un autre côté, des dirigeants qui ne comprennent plus le peuple parce qu'ils s'en sont coupés complètement. Alors, excusez-moi, mais je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que finalement, ces courants populistes ne surfent pas également sur l'idée qu'il faut être en réaction, la réaction contre pour étayer aussi ce que disait Thomas, regardez, le Brexit, réaction contre les élites, c'est le terme à la mode. Hein. Mais c'est plus facile les élites, d'être contre, Philippe, évidemment. Oui, je suis d'accord avec vous. Et puis être contre, c'est la mode. Mais est-ce que c'est pas ça, c'est la mode. Le fondement du populisme contemporain. Complètement. Non, mais voilà, on a des candidats d'ailleurs pour les primaires, même socialistes, qui se considèrent être les candidats anti-système, qui sont des purs produits du système. Complètement. C'est-à-dire, on va le dire vulgairement, mais on se fout de la gueule des gens. Et c'est de moins en moins, ça marche de moins en moins. Donc forcément, on va avoir des réactions de plus en plus épidermiques en face, parce qu'on voit bien que la personne en face, elle est en train de vous caricaturer ou de vous prendre pour un imbécile, alors que c'est pas forcément toujours le cas. Et du coup, ça fait monter, ça fait bouillonner comme ça. Oui. Et donc, de fait, les réactions. Il y a des réactions contre, et c'est ce qu'on assiste aussi à l'émergence d'une pensée réactionnaire, qui n'est pas forcément une mauvaise chose, plus conservatrice. Est-ce qu'on peut faire le lien conservateur ? Là aussi, encore une fois, je force le trait, je risque d'être un peu caricatural, mais est-ce qu'on peut faire le lien entre conservatisme forcené et populisme effréné, par exemple ? Le lien. Ça peut s'opposer aussi. Hein. Ouais. Ça peut s'opposer, ça peut être antinomique aussi. Ça peut être antinomique, voilà. Mais effectivement, le conservateur n'est pas forcément populiste. Voilà, on assiste, il y a des courants de pensée qui disent que, voilà, par exemple, notamment, il faut une philosophie plus proche du christianisme dans la société civile et dans la société publique. C'est pas forcément populiste. Il y a un écho dans la société, mais c'est pas forcément. Le conservateur n'est pas à la mode. Voilà. Alors que le populisme, en ce moment, c'est les résultats. Ouais, et puis, non, aujourd'hui, on lit Le Monde. Le Monde est un livre ouvert, en fait, avec les réseaux sociaux.
C'est-à-dire que les gens qui ont des idées populistes ou qui ont des idées un peu tordues ont une matière, un trésor avec un simple clic. C'est-à-dire qu'on sait exactement ce que pensent les gens. Et vous en avez parlé, on parlait de majorité silencieuse. Oui. C'était une espèce de masse indéterminée, mouvante, qui faisait gagner la gauche ou la droite, etc. Ça n'existe pas, hein. Et maintenant, cette majorité silencieuse n'est plus silencieuse, parce qu'elle s'exprime à travers les réseaux sociaux. Et on peut même se demander s'il aurait mieux valu qu'elle reste silencieuse, parce qu'ils ont vu les résultats. Mais voilà, donc c'est un trésor pour ces gens-là. Pourquoi ? Ils voient un peu où le bas blesse, et bien entendu, on fonce là-dessus et on arrive à ces Ils se arguments. nourrissent mutuellement. Un gros cadeau, ça. Eux font gonfler cette baudruche, et cette baudruche, en même temps, leur fournit, je dirais pas l'oxygène, mais du dioxyde de carbone. Et voilà, c'est une auto-alimentation comme ça, et les deux gonflent, mais c'est un peu le même système que la bourse qui a craqué parce que l'argent était trop virtuel et qu'il y en avait trop, et que donc forcément il n'y avait pas de concrétisation. Alimenter la peur, la haine, par le populisme, etc., en disant oui, mais regardez, l'étranger, les terroristes, ils sont tous suspects, etc., ça va finir par exploser. Mais peut-être pas dans le sens où on l'entend, ça se passera peut-être pas au niveau politique, ça se passera peut-être dans la rue. Mais la dichotomie de la deuxième version de la définition du populisme, c'est Donald Trump, en fait. C'est-à-dire que l'Amérique démocrate s'est complètement coupée de l'Amérique profonde, de l'Amérique de Donald Ray Pollock, de Faulkner ou même de Springsteen. C'est-à-dire qu'il y a eu un fossé énorme qui s'est creusé. Des ouvriers, Et des ouvriers, et même le petit ouvrier, peut-être au chômage du fin fond du Minnesota, a voté Trump. Milliardaire, hein. Milliardaire. Donc, il y a une espèce. Mais Voilà. La lecture est compliquée et complexe. On n'est plus dans les représentations classiques. C'est ça qui est intéressant, c'est que les réseaux sociaux, quelle que soit leur manière d'être utilisés, ils sont iconoclastes quelque part. Ils peuvent servir à fabriquer des idoles, mais ils sont surtout iconoclastes. On le voit, le fait de rendre éphémères justement les gens qui naissent et qui vivent sur les réseaux sociaux, qui ont une durée de vie qui est très courte, qui montent au pinacle puis qui redescendent aussi vite. Donc les réseaux sociaux, ça sert un peu à ça. Et effectivement, c'est là que monte et que bouillonne tout ce système-là. L'élection de Trump, c'est l'élection de l'anarchie. C'est-à-dire qui va reconnaître un petit bout parce que voilà, c'est un self-made man, ou un autre qui va dire oui, mais il correspond pas au schéma habituel, le type fait la télé-réalité, puis en même temps, il est élu, etc. Donc les schémas classiques se sont effondrés parce que les réseaux sociaux sont apparus et que, je reviens dessus, il y a une crise de la pensée critique et elle s'exprime majoritairement là-dessus. On peut le nier, on peut trouver ça vulgaire, on peut dire non mais finalement c'est rien que du virtuel, mais elle existe et c'est elle qui fait. Alors tout de même, est-ce qu'il y a une rhétorique du côté des leaders populistes ? Alors je ne sais pas, on ne va pas adresser une liste, mais par exemple il n'y a pas très longtemps on accusait certains éditorialistes de la presse, notamment de la presse classée à droite, accusaient Emmanuel Macron d'être un populiste light. On dit évidemment, j'aime bien l'expression. Modéré, on dit modéré. Modéré. On dit de Mélenchon qu'il est un populiste affirmé. Ouais. Il est à noter d'ailleurs que ces deux personnalités sont les personnalités politiques qui vendent le plus de livres actuellement sur les livres politiques. Ce sont les deux personnalités qui parce vendent le qu'ils sont plus. caricaturaux. Je veux dire que ce soit Macron, c'est le loulou. Mais est-ce qu'il y a une rhétorique ? Il y a une discours, rhétorique dans les deux camps. Parce que quand on dit populisme, on pense de suite, on va le dire clairement, à l'extrême droite, à ce qu'on appelle la fachosphère. C'est exactement ça. Est-ce que, c'est ma question de tout à l'heure, excusez-moi messieurs d'y revenir, mais est-ce que le populisme, il est forcément dédié à qualifier les gens qui sont dans les extrêmes ? Non, puisqu'on s'aperçoit, par exemple, justement au niveau du gouvernement, sur certaines lois sur l'éducation, etc., qu'à partir du moment où il existe une pensée contraire, ou réactionnaire ou conservatrice, plus conservatrice que progressiste, elle est taxée de fasciste et que non, il ne faut pas remettre en question le bien fondé de telle chose, alors que simplement on émet des réflexions qui ne sont pas mainstream, qui ne sont pas dans le courant principal de pensée dominant. Et ça, pas forcément à l'extrême droite. Ouais. Voilà. Donc il n'y a pas une rhétorique, il y a une manière de penser des deux camps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'un des deux s'exprime selon des schémas, effectivement, rhétoriques, dialectiques, etc., précis, il correspond ou au bobo ou au facho. Ouais. Voilà. On a créé deux camps distincts. On s'aperçoit, puisque justement sur les réseaux sociaux en Corse, en ce moment, c'est à profusion. Alors vous allez vous mouiller sur la Corse, parce que je vais vous demander qui sont les deux. Mais allez, c'est Thomas. Non, je te demande une précision. Non, oui, il n'y a pas de solution. La Méditerranée souvent. Sur les États-Unis, ça peut être infusé à un coup, l'élection de Donald Trump. En tout cas, je l'espère. En Italie, c'est beaucoup plus profond que ça, avec Cinque Stelle. Oui, vous observez qui, sur l'Italie. alors là, a gagné quand même Turin, a gagné Rome, a gagné une quarantaine de villes en Italie, qui est en train, lui, de percer et de tisser sa toile. Et là, c'est beaucoup plus inquiétant pour nous. C'est beaucoup plus inquiétant pour nous. Même s'il a un programme politique, mais aussi... il est sur une vague. Mais il y a un programme, ce qui n'est pas le cas de tous les populistes. Pourquoi plus inquiétant pour nous ? Parce qu'on est plus proche, parce que oui, je pense.
Je le sens en tout cas dans... géographiquement et culturellement. Voilà, dans les reportages aussi qui sont faits en Sardaigne, en Corse et en Sicile, on sent que ça déborde quand même. Alors que Berlusconi n'avait pas trop débordé sur la Corse, je pense que ce courant des Cinque Stelle est en train de déborder. Alors, mes camarades Marcel Petriccioli et Xavier Affre ne m'en voudront pas. On va continuer quelques secondes sur ce débat avec vous deux. Quels sont les tenants en Corse ? La Corse. Non, la Corse, moi je tiens à féliciter les élus corses, qu'ils soient de droite, de gauche ou nationalistes, dans le traitement des affaires de Cisque et de Jean d'Empereur. Parce qu'ils ont fait preuve de maturité, ils ont fait preuve aussi de responsabilité, ils n'ont pas récupéré, je dirais, ces événements pour en faire des éléments électoralistes. Je pense que là, ils ont calmé le jeu, même en allant contre, parfois, leurs militants pour certains, parce que j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux que... Absolument. Voilà. Non, mais on n'est vraiment pas dans la démagogie. Là, je pense que, quels qu'ils soient, il faut leur rendre hommage. Parce que c'était facile, hein. C'était facile de récupérer tout ça et de faire enflammer la Corse. Et là, on a calmé le jeu, et j'espère que ce jeu est calmé pour un certain temps. C'est là où on s'aperçoit justement qu'effectivement, ne pas faire preuve de démagogie, c'est une preuve de maturité politique. Donc se méfier des démagos, toujours. Messieurs, 40 secondes pour résumer votre pensée, donner vos arguments. 2017, année de la colère, ont dit certains éditorialistes. Sera-t-elle également l'année de la conquête des populistes ? Allez, Paul, c'est avec vous que je commence. Non, je reviens encore une fois dessus, comme je l'expliquais tout à l'heure. Je pense qu'il y a une crise de la pensée et qu'il y a une réaction contre les pensées dominantes, qu'elles soient d'un bord ou de l'autre. Et elle s'exprime encore une fois au travers des réseaux sociaux, de manière majoritaire, puisque c'est le meilleur moyen d'expression massif ou individuel, en tout cas qui est mis à la disposition de tout un chacun pour pouvoir être lu et écouté par les multitudes. Donc je ne pense pas que les populistes vont plus gagner qu'ils n'ont déjà gagné au cours des siècles passés, mais effectivement il y a une montée de ce genre de discours parce que c'est une facilité électorale. Mais c'est justement ne pas avoir confiance dans le peuple, c'est le vrai sens du mot populiste, que de croire qu'ils vont tomber en permanence dans le piège du système qui joue un petit peu de ces images d'Épinal. 40 secondes pour vous, Thomas. Moi, je suis très inquiet. Je suis très inquiet par rapport à ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a eu comme ça des sondes, des indicateurs qui nous ont un peu alertés au début. Maintenant, on s'aperçoit et que je reviens à ce que je disais, que le phénomène est mondial. Donc, c'est de grande ampleur. Il y a la violence djihadiste qui se greffe là-dessus. Donc, il y a beaucoup de choses à redouter, non seulement même dans la politique intérieure des pays démocratiques, je dirais, d'Europe et d'ailleurs. Et moi, je demande aux dirigeants d'être vigilants, de ne plus se couper du peuple comme ils l'ont fait, parce que là, ça, c'est préjudiciable pour eux et pour tout le monde. Et j'attends avec impatience le résultat des élections présidentielles françaises. Et là, on va avoir plus d'indications pour voir un peu quelle tendance va se dessiner en France dans les prochaines années. Oui, certains disent même que l'élection française va être comme un phare pour les élections en Europe et au-delà, évidemment. Merci beaucoup à vous deux pour ce débat sur les populismes. Merci. Alors, vous allez rester en coulisses pour écouter ce que vont dire les débriefeurs, je vais les nommer comme cela, parce que comprendre les ressorts du populisme, c'est aussi s'interroger sur sa représentation dans les arts. Au cinéma, il est souvent associé à la dénonciation. Et du côté du livre, c'est une analyse des rapports sociaux qui est pointée par les auteurs. C'est le débrief culture de Pendant le 20h avec notre cinéphile et historien Xavier Affre et notre libraire Marcel Petriccioli. Bonsoir messieurs, Marcel Petriccioli, libraire, chroniqueur littéraire dans Parole de Corse, Xavier Affre, cinéphile qui est également aux antennes de Radio Nostalgie. Alors qu'avez-vous retenu du débat, Marcel? Que le populisme est mondial. Ouais. Je pensais que c'était que l'Europe. Et moi, ce que j'en ai retenu, c'est que c'est mondial. Amérique du Sud, Turquie, Canada, États-Unis. Le populisme est partout. Ouais, et ça prend de l'ampleur. Drôle d'année 2017 qui s'annonce. Oui, moi j'ai retenu le parallèle qu'a fait Thomas Bournel sur les années 30. Alors, difficile à dire, faudra avoir un peu de recul, mais effectivement, c'est vrai que ce sont des années difficiles qui s'ouvrent. Après, je partage aussi l'avis de Thomas je crois que c'était de Paul, surtout sur Trump. Oui. Je ne crois pas trop sur la durée à ce cher monsieur qui va rentrer dans le système, comme tout le monde. Alors, débriefons avec vous, Marcel. Qu'est-ce que le populisme de John Werner Müller aux éditions Premier Parallèle? Oui, le sous-titre « Définir enfin la menace ». Alors, c'est un auteur allemand qui est chercheur aussi, qui enseigne la théorie politique et l'histoire des idées à la fameuse université de Princeton aux États-Unis. Enfin un livre qui tente de définir le populisme, le terme même de populisme. C'est vrai qu'on en parle, mais on ne sait
pas vraiment tout ce qu'il peut y avoir on a donné la derrière ce mot. définition, d'ailleurs, Voilà. l'auteur. L'auteur en donne une définition. Alors pour lui, le populisme, ce n'est pas forcément critiquer les classes dirigeantes. Dans le populisme, ce qui le caractérise, c'est que c'est une partie des gens qui veulent faire de la politique, mais sans une partie du peuple, parce qu'il y a les vrais gens et il y a les usurpateurs. Ouais, c'est ça aussi, pour lui, ça c'est important. Alors c'est vraiment une tentative de théorie critique du populisme, mais c'est aussi intéressant, c'est une critique de la critique du populisme. C'est bien de le critiquer, mais il faut savoir pourquoi et comment le critiquer. Puis il donne aussi des pistes sur le populisme, comment lutter contre le populisme. Surtout ne pas le nier, ne pas le rejeter, mais parler, débattre avec les populistes pour vraiment montrer leur incohérence et que vraiment ce discours ne peut pas passer. C'est ça. Pour lui, la lutte, elle passe par le débat, discuter, dialoguer avec force contre le populisme. C'est un ouvrage qui est très clair. Franchement, c'est clair, c'est clairvoyant, c'est érudit, mais ça se lit très très facilement. Il est sorti, c'est déjà un ouvrage de référence. L'auteur, il y a eu plein d'interviews, y compris dans l'Express. Ouais, dans l'Express. Très très bonne interview dans l'Express. Donc franchement, pour en savoir beaucoup plus si sur on le doit populisme, lire un livre à la suite de ce débat, c'est celui-ci qui a sur le populisme. Je vais rappeler l'auteur de John Vermeer Müller aux éditions Premier Parallèle. Xavier, c'est à vous. Quel film avez-vous choisi? On va se diriger vers l'Italie. Évidemment. L'Italie, le Caïman de Nanni Moretti. Ça me paraissait logique en essayant de rechercher dans le cinéma certaines figures du populisme et comment ne pas penser à Silvio Berlusconi. Thomas Brunel, on en a parlé. Voilà, peut-être l'un des modèles de ce que peut être le populisme, avec ses sorties de route, peut-être même programmées, dans les discours. Et Nanni Moretti est évidemment à l'époque, et toujours d'ailleurs, farouchement opposé au Caïman, d'où le titre du film, c'est le surnom qu'on donne à Berlusconi. Ouais. Et il s'était amusé à faire un film contre Berlusconi, mais en faisant quand même aussi un film de fiction, ce que n'avait pas réussi à faire Michael Moore contre George Bush, qui était un film lamentable. Là, pour le coup, le Caïman est aussi une œuvre de cinéma, mais c'est une œuvre de réflexion, comme toujours chez Nanni Moretti, qui parle de lui, de la société italienne, de ses peurs, de ses angoisses. Et il se permet même le luxe de jouer, lui, dedans, il a un petit rôle. Il joue l'acteur qui va interpréter dans le film que produit le réalisateur dans le film. Il joue Berlusconi. Donc, c'est un petit clin d'œil. Alors l'histoire, parce qu'il faut quand même le resituer, c'est juste l'histoire d'un producteur que doit aimer d'ailleurs Dominique Nadotti, que je salue, parce qu'il produit des séries Z, c'est quelqu'un qui fait des films un peu nanars. Voilà. Et dans ce film, on lui transmet un scénario qui s'appelle Le Caïman et il découvre horrifié que c'est la vie de Berlusconi. Et il essaye tant bien que mal de faire ce film. Alors, il y a une intrigue amoureuse, c'est un personnage compliqué, comme toujours chez Nanni Moretti. Mais ce qui est bien dans ce film, c'est que vraiment on saisit absolument ce que peut être quand même un populiste, et notamment celui qui est à la fois le plus haï, le plus détesté, le plus adoré peut-être en Italie. C'est un peu les deux à chaque fois, c'est un peu ça le populisme. C'est la balance. Ce qu'a été Berlusconi, justement. Voilà, avec une photo choisie, évidemment, vous verrez. Évidemment, par mes soins. Vous qui avez choisi la photo, mon cher Xavier. Très éditorialisée, cette photo. Je vais le dire comme ça. On ne voit pas les références, pas du tout. On n'est pas truqué. Évidemment. Il nous reste quelques minutes, les amis. Il y a cet autre ouvrage, je voudrais qu'on revienne, du réalisateur Paul Lucian, sur Marcel, les formes contemporaines du populisme, aux éditions Athéna, sous la direction de Christine Couvra et Joseph Yvon Thériault. Là aussi, c'est un ouvrage indispensable pour comprendre les ressorts parce que c'est tiré d'un colloque qui a eu lieu au Canada. Ouais. Au Canada, où le populisme, il y a une montée du populisme au Canada. C'est ce que disait Thomas Brunel. Voilà. Il faut l'envisager d'un point de vue mondialisé. C'est ça, avec la fameuse charte de laïcité qui était au Canada. Et donc, ils se sont intéressés au populisme, mais de son rapport avec la démocratie. Et c'est intéressant, c'est un autre point de vue. Il en ressort d'après eux que, au lieu d'étioler la démocratie, ça va la renforcer. C'est assez intéressant, c'est un autre point de vue. Pareil, ils ont été dans plein de pays, et franchement, avec qu'est-ce que le populisme, vous allez avoir vraiment tout compris sur ce que c'est. Très rapidement, retour au cinéma, l'expérience Blocher de Jean-Stéphane Bron. Alors c'est un personnage, Christophe Blocher, donc en Suisse, le populisme peut-être par excellence, encore une fois. C'est la figure européenne presque. Quelqu'un qui a défendu l'apartheid, qui s'est presque réjoui à la mort de Mandela. Enfin bon, bref, c'était quand même quelque chose de particulier. Mais encore une fois, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que on imagine que le réalisateur Jean-Stéphane Bron déteste ce personnage, mais il le rencontre, et c'est ce que disait Marcel tout à l'heure. Il essaye de discuter avec lui. Du coup, il y a des contradictions qui apparaissent. Il y a même une certaine ambiguïté. On a longtemps dit ce film est ambigu, on ne sait pas trop si finalement qui gagne. Voilà, qui gagne. Est-ce que c'est Blocher qui l'emporte sur le réalisateur ou le réalisateur qui réussit à le démasquer? Et en fait, je trouve qu'il y a match nul et on arrive à déceler quand même, là encore une fois, tous les mécanismes de ces personnages qui essayent de flatter en permanence. C'est ça.
Ce qui est intéressant dans les ouvrages présentés par Marcel et par vos films, c'est aussi, on l'a dit un petit peu dans le débat, c'est l'idée de la rhétorique, hein, de la langue utilisée pour flatter, alors le terme choisi, ils disent eux-mêmes, Blocher le dit dans le film, le peuple, parce qu'il y a cette idée-là, c'est de la communication, de la stratégie politique, tout cela. Hein. Flatter, parfois mentir. J'avais présenté dans une émission il n'y a pas très longtemps le président en parlant de Georges Frêche. Voilà l'exemple même aussi de ce que peut être un populiste, hein, évidemment. Merci beaucoup à vous deux pour avoir débriefé notre débat. 2017 sera-t-elle l'année des populistes ? Marcel, vous pensez qu'elle sera l'année des populistes ou pas ? Malheureusement. Oui. Peut-être pétard mouillé, j'espère en tout cas. Pétard mouillé, on verra cela. En tout cas, on l'observera attentivement et on en rendra compte régulièrement pendant le 20h parce que c'est aussi cela que nous nous sommes fixés, interroger la société en mouvement, débattre et susciter, piquer la curiosité du téléspectateur. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite, même mieux, même heure, sur France 3 Corse via Still. Surtout, ça se passe pendant le 20h.